Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Notre histoire de ce soir va nous emmener en Égypte antique, il y a 35 siècles, à l'époque d'une souveraine unique, ou presque, dans l'histoire de l'Égypte, le règne d'Hatchepsout, la femme pharaon. Quand on pense à une reine d'Égypte, le nom de Cléopâtre vient à l'esprit, sans doute avant celui d'Hatchepsout. Et Cléopâtre est effectivement une figure historique importante, mais qui a régné 1500 ans après Hatchepsout. Elle a été la dernière reine d'une dynastie étrangère, celle fondée par un général grec, Ptolémée, après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Longtemps avant cette période ptolémaïque, Hatchepsout dirigeait une Égypte qui était encore la grande puissance du Moyen-Orient, un phare de la civilisation. Et son règne a été marqué par une longue paix et une certaine prospérité, plutôt que le règne assez difficile, chaotique et finalement tragique de Cléopâtre. Alors ce qu'on va explorer ce soir, c'est cette vie extraordinaire et ce règne à une période d'apogée pour l'Égypte ancienne. Installez-vous confortablement. On a beaucoup à découvrir dans ce voyage au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Comme toujours, vous pouvez vous laisser aller, garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Vous pourrez toujours revenir plus tard pour reprendre l'histoire si vous vous endormez. Merci d'avance aussi de bien vouloir soutenir cette émission par vos évaluations, vos commentaires, vos abonnements. Pour vous, c'est un petit geste gratuit, mais pour les algorithmes, ça veut dire beaucoup. Et maintenant, allons-y. On va remonter le temps de 3500 ans et découvrir l'Égypte de la 18e dynastie, au sommet de sa splendeur. L'Égypte du 15e siècle avant Jésus-Christ vit une de ses meilleures périodes, une de ses périodes les plus fastes. Faste au sens où elle est politiquement unifiée, elle est stable, elle domine ses voisins, ses frontières sont sûres, et le pouvoir des pharaons n'est pas sérieusement menacé. On le sait à travers les très nombreux documents laissés par cette époque, et aussi par une activité de construction intense, et une production abondante d'artisanat, d'œuvres d'art, et par l'activité commerciale également, à laquelle Hatchepsout va contribuer en réouvrant des routes commerciales anciennes qui étaient tombées en désuétude. Comme vous le savez, au cours d'une très longue histoire de plus de 3000 ans, l'Égypte ancienne a connu des hauts et des bas, pour des périodes parfois de plusieurs siècles consécutifs. Et la tradition historiographique c'est de découper cette histoire égyptienne en différentes périodes. Ça commence avec une période appelée pré-dynastique, quand l'Égypte émerge de la préhistoire, et ensuite au 3e millénaire avant Jésus-Christ, commence une époque, une période appelée l'Ancien Empire, pendant laquelle tout le pays est unifié, sous un seul souverain. Tout le pays, c'est-à-dire la vallée du Nil, la Haute-Égypte, et le delta du Nil, la Basse-Égypte. Il y a 3 de ces grandes périodes d'unité politique, pendant lesquelles le pays ne connaît pas de crise trop grave, pas de guerre civile, pas d'invasion étrangère, pas de fractionnement politique. Et pendant ces périodes plus fastes, au-delà de quelques aléas, comme des mauvaises récoltes qui peuvent toujours arriver, ou des changements de dynastie au pouvoir, les pharaons égyptiens
et l'élite de la société prospère. Ils construisent et ils permettent à leur culture d'atteindre un raffinement particulier, que ce soit dans leur mode de vie ou la production artistique. Donc la première de ces périodes, c'est l'Ancien Empire, qui dure environ 500 ans, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'époque de la construction des pyramides, une pratique qui disparaîtra ensuite dans les siècles suivants. La deuxième période, c'est le Moyen Empire, environ 3 siècles au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et la troisième, c'est le Nouvel Empire, qui s'étend sur 5 siècles dans la deuxième moitié du 2e millénaire. Entre ces périodes, il y a ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, de désunion ou de domination étrangère. Maintenant, ce ne sont pas des phases d'effondrement culturel, la civilisation égyptienne continue, et à bien des égards, la société égyptienne reste telle qu'elle était. Mais ces périodes intermédiaires ne produisent pas de grands monuments ou de souverains mémorables. Pour l'État égyptien, ce sont des phases de recul, pendant lesquelles l'Égypte n'a pas les capacités politiques ou militaires de se projeter. Après le Nouvel Empire, qui s'achève au XIe siècle avant Jésus-Christ, un long déclin commence. Il y a des tentatives de restaurer la puissance de l'Égypte, mais elles échouent, et le pays devient la proie d'envahisseurs, les Babyloniens, les Perses, ensuite les Grecs, qui fondent cette dynastie ptolémaïque dont on vient de parler, à laquelle Cléopâtre appartenait. Et finalement, après l'échec de Cléopâtre à préserver l'indépendance de l'Égypte ptolémaïque, les Romains, qui font de l'Égypte une des provinces de leur empire. La culture égyptienne avait quand même perduré au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais après l'invasion romaine, elle change plus rapidement. Le christianisme finit par remplacer l'ancienne religion qui était un pilier de l'identité de la civilisation égyptienne. Que ce soit à travers les grands monuments, les temples ou les tombes, l'expression artistique et la vie quotidienne en Égypte étaient entremêlées avec la religion. Même l'économie était en partie structurée autour des temples. Le pouvoir des pharaons se réclamait des dieux, et tout ça tombe dans l'oubli dans les premiers siècles de notre ère. C'est le point de non-retour auquel on peut dater la fin de la civilisation de l'Égypte antique. Mais pendant le Nouvel Empire, 1500 ans avant, on en est encore loin, et l'Égypte brille de tous ses feux. Avant le Nouvel Empire, il y a eu une de ces périodes intermédiaires de fragmentation, et des envahisseurs venus du Moyen-Orient, qu'on appelle les Hyksos, sont entrés par le nord de l'Égypte et l'ont occupée, en remplaçant les pharaons égyptiens par une dynastie étrangère, installée au nord et qui lève tribut sur la Haute-Égypte. Le Nouvel Empire commence quand une dynastie du Sud, un clan familial, se révolte contre la domination des Hyksos et reconquiert toute l'Égypte. Elle réunifie le pays depuis le sud et établit la nouvelle capitale, là d'où elle vient, à Ouasset, ville plus connue sous son nom grec de Thèbes. Aujourd'hui, la ville moderne, construite là où était Thèbes, ou Ouasset, c'est Luxor. Donc une fois ce nouvel ordre installé en Égypte, Thèbes reste la capitale pendant plusieurs siècles. Et avec ce nouveau statut, ce qui était une ville provinciale se transforme en une capitale brillante, avec des monuments spectaculaires et des palais royaux. De cette époque, il reste à Luxor les bâtiments en pierre,
pas les palais ou les maisons qui étaient construits en briques, mais ces bâtiments en pierre font partie des grandes œuvres de l'Égypte ancienne. Il y a un temple immense, un complexe, Karnak, qui va être agrandi et couvert de monuments par des pharaons successifs. Il y a le temple de Luxor, et en face, de l'autre côté du Nil, sur la rive occidentale, qui était symboliquement dédiée aux morts, il reste entre autres la vallée des rois, la vallée des reines, un temple mortuaire construit par Ramsès II, qui est un pharaon du Nouvel Empire, et aussi un temple très particulier, qui ne ressemble à presque aucun autre. Il est au pied d'une haute falaise, mais au lieu d'entrer en concurrence avec la falaise, il la complète à l'horizontale, en pente douce, avec des rampes et des terrasses qui montent doucement vers la falaise. Ce temple, le temple de Deir el-Bahari, c'est le temple mortuaire d'Hatchepsout. Même si ses ruines sont impressionnantes, il n'est que l'ombre de ce qu'il était. Il a été en partie détruit après sa mort, et il a fait l'objet d'une restauration assez contestée au XXe siècle. Mais à l'origine, il était couvert de statues et de végétation. On y reviendra. Donc cette longue parenthèse était pour situer le Nouvel Empire et l'importance de Thèbes en Égypte au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Parce que Thèbes va être le décor de notre histoire. C'est là qu'Hatchepsout passe l'essentiel de sa vie et le lieu depuis lequel elle règne sur des millions de sujets. Une capitale qui à son époque est moins spectaculaire qu'elle ne le deviendra, parce qu'elle vit vers le début du Nouvel Empire. Mais justement, elle va devenir l'une des grandes contributrices à l'embellissement de Thèbes. Pas seulement avec son temple sur la rive occidentale du Nil. Comme les autres pharaons, elle ordonne la construction de beaucoup de bâtiments et d'améliorations, d'ajouts au temple existant. Elle le fait pour montrer son pouvoir, pour laisser une trace et consolider sa position sur le trône. Mais revenons un peu en arrière pour commencer à parler de ce qu'on sait de la vie d'Hatchepsout. Qui est-ce qu'elle était? Et comment est-ce qu'une femme a fini par occuper un trône apparemment réservé aux hommes? Hatshepsut est née princesse. Elle est probablement la fille du pharaon Thoutmôsis Ier et de son épouse principale, ou grande épouse royale, Ahmès. Je dis probablement parce qu'il subsiste un petit doute. Ça paraît assez certain, mais comme toute l'histoire que je vais vous raconter ce soir, ça s'appuie sur les découvertes, les documents étudiés par les égyptologues et leurs déductions. Il y a un bon nombre de sources, mais les filiations exactes à l'époque égyptienne ne sont jamais totalement sûres. Je vous disais épouse principale pour sa mère, Ahmès, parce que les pharaons pouvaient avoir plusieurs épouses et des concubines en encore plus grand nombre. Ils avaient souvent beaucoup d'enfants, mais la grande épouse royale était la plus importante. Elle avait un rôle prééminent par rapport à toutes les autres, et elle occupait des fonctions officielles. Les grandes épouses royales étaient souvent de sang royal elles-mêmes. Les anciens Égyptiens pensaient qu'il fallait éviter la dilution du sang royal. Ils considéraient aussi les pharaons comme des demi-dieux. Et donc, spécialement pour eux, le tabou de l'inceste était levé. La famille royale pouvait faire des mariages entre frères et sœurs. On ne le sait pas exactement, mais il est possible que la mère d'Hatshepsut ait aussi été la sœur de son père, Thoutmôsis. Ahmès est parfois appelée sœur du roi sur des inscriptions,
mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle était la sœur biologique du roi. Ce terme de sœur servait aussi parfois entre époux, dans un sens plus proche de compagne ou d'âme sœur. En tout cas, il n'y a pas de doute qu'Hatshepsut est de très haute extraction. Elle naît aussi royale et sacrée qu'une petite fille peut l'être en Égypte à cette époque. Ce qui veut dire que son sang et sa personne sont précieux. Ils portent la royauté. Et c'est sans doute pour cette raison qu'à la mort de son père, en 1493 avant Jésus-Christ, elle est mariée à son frère, Thoutmôsis II. Le nouveau Thoutmôsis II, est le fils du pharaon et d'une autre épouse, pas de la grande épouse royale, d'Amès. Donc son sang n'est peut-être pas considéré aussi parfait que celui d'Hatshepsut. En tout cas, ce mariage entre demi-frères et demi-sœurs est désirable pour préserver la lignée. Et quand ce mariage survient, elle a 14 ou 15 ans. Tout comme son demi-frère, qui est maintenant aussi son époux. On connaît assez peu de choses de Thoutmôsis II. Dans l'histoire égyptienne, il est complètement éclipsé par son père et par ses successeurs, y compris par Hatshepsut. Thoutmôsis Ier, le père, est un grand conquérant. Il passe 12 ans sur le trône, ce qui n'est pas extrêmement long, mais il en passe une bonne partie en campagne militaire, et il repousse les frontières de l'Égypte plus loin qu'elles ne l'ont jamais été. Au sud, en Nubie, et à l'est, au Levant, qui sont les deux zones d'expansion naturelle de l'Égypte. Thoutmôsis Ier est aussi, à ce qu'on en sait, le premier pharaon à se faire construire une tombe dans la vallée des rois, sur la rive occidentale du Nil. Il instaure une tradition qui durerait pour des générations de pharaons. Par contraste, le règne de Thoutmôsis II est peu remarquable, et on ne sait pas exactement combien de temps il dure. Son règne ne laisse pas de traces ni de monuments particuliers, peut-être parce que ses constructions auraient été usurpées par d'autres, après, y compris par Hatshepsut. C'était une pratique fréquente, on y reviendra. On lui attribue généralement un règne de 13 ans, mais c'est contesté, et certains pensent que ça a été moins que ça, à partir d'indices comme par exemple le nombre de figurines de scarabées qui portent son nom. Pourquoi ça ? Parce que, par tradition, il était courant de faire des scarabées, des amulettes et des ornements marqués du nom du pharaon régnant, des petits objets trop nombreux et insignifiants pour qu'ils soient usurpés par des successeurs, contrairement aux bâtiments. Donc la quantité de ces scarabées trouvés sur les sites de fouilles archéologiques, avec le nom d'un pharaon, est un indicateur approximatif, un indice du temps qu'a duré son règne. S'il est court, on en trouve peu. C'est juste un indice, c'est imprécis, évidemment, mais il y en a vraiment très peu avec le nom de Thoutmôsis II, ce qui suggère un règne vraiment court, peut-être plus proche de 3 ou 4 ans que de 13. Donc ça reste un point de débat. Combien de temps Thoutmôsis II a vécu et régné. Mais en tout cas, son règne n'est pas marqué par des accomplissements particuliers. Il semble qu'il ait réprimé un soulèvement au sud, en Nubie, juste après son accession au trône. Ce genre de rébellion après une succession était fréquent. Mais on n'en sait pas plus sur ses décisions ou sur sa personne. Il a quand même aussi au moins un fils, pas avec Hatshepsut, mais avec soit une épouse secondaire, soit une concubine, une femme du nom d'Iset ou Aset. Ce fils, qui deviendra un jour Thoutmôsis III, a seulement 2 ans
à la mort de Thoutmôsis II. Et malgré son âge, puisque c'est encore presque un bébé, les lois de succession veulent qu'il devienne le nouveau pharaon. Pour Hatshepsut, cet enfant est le fils de son mari avec une autre femme, mais aussi le fils de son frère, donc son neveu. Et comme Hatshepsut est la grande épouse royale, et que l'enfant n'est évidemment pas en âge de gouverner, il doit y avoir une régence assurée par elle, pour assumer la continuité de l'État jusqu'à ce que le pharaon soit en âge de prendre concrètement le pouvoir personnellement. Donc Hatshepsut devient régente de l'Égypte, une reine qui a le pouvoir de prendre des décisions et d'occuper le pouvoir au nom de son neveu. Cette figure de régente n'est pas extraordinaire. Il y a eu d'autres reines-mères dans l'histoire égyptienne qui ont occupé le pouvoir, mais ce qui est beaucoup moins commun, c'est comment cette régence va évoluer. Thoutmôsis III est devenu pharaon à 2 ans, en 1479 avant Jésus-Christ. Mais 7 ans plus tard, alors qu'il a 9 ans, Hatshepsut a pris ses aises avec le pouvoir, et elle occupe maintenant la position, elle revendique le titre de pharaon à côté de son neveu. On ne sait pour ainsi dire rien de cette transition de reine régente à reine régnante aux dépens de son neveu. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que le futur Thoutmôsis III dépasse largement la vingtaine, Hatshepsut reste sur le trône comme souveraine de l'Égypte. Et pas comme n'importe quelle souveraine. Elle utilise tous les attributs du pouvoir royal des pharaons. Couronne, sceptre, elle se fait représenter en peinture et en sculpture comme un pharaon mâle. Et on parle d'elle comme le pharaon dans les documents écrits. À partir de là, à l'aide des indices dont on dispose, on peut seulement déduire ou spéculer sur ce qui s'est passé pour qu'elle s'installe dans ce rôle. Ce qu'on sait, c'est qu'au point de départ, en 1479 avant Jésus-Christ, quand Thoutmôsis II meurt et qu'elle prend la régence, elle a 28 ans. On ignore quelle relation elle a eue avec son mari, qui était aussi son demi-frère, si ils s'appréciaient ou pas. Mais maintenant qu'il n'est plus là, elle est régente pour cet enfant de son mari et d'une autre femme, qui est aussi son neveu. Ça fait un peu baroque comme scénario, mais c'est la situation. Peut-être qu'elle prend goût au pouvoir, c'est sans doute le cas, et qu'elle ne veut plus le lâcher. Peut-être aussi que son père, Thoutmôsis Ier, et d'autres personnes autour d'elle, l'avaient élevée dans une certaine ambiguïté sur le fait qu'elle pourrait un jour exercer le pouvoir, parce qu'elle apparaissait peut-être particulièrement capable. Ou encore peut-être que des gens influents la voulaient sur le trône, plutôt que Thoutmôsis III, parce que ça servait mieux leurs intérêts. On peut imaginer beaucoup de scénarios, mais rien n'est prouvé. On ne sait même pas si cette prise progressive du pouvoir a été le fait de sa seule volonté, ou si elle a été permise parce que la cour royale le voulait, et qu'on préférait marginaliser Thoutmôsis III. En tout cas, ça arrive, et rétroactivement, sur les monuments qu'elle va faire construire, on inscrit comme date de début de son règne l'année où Thoutmôsis III devient pharaon, à 2 ans. Donc elle fait apparaître le début de sa régence comme le début d'un nouveau règne. D'où la question, est-ce que c'est une première dans l'histoire égyptienne de voir une femme prendre le trône en dehors d'une période de régence? Pas exactement. Hatshepsut en est l'exemple le plus spectaculaire, mais c'était déjà arrivé avant.
C'était arrivé au milieu du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, 280 ans avant Hatshepsut, avec une reine appelée Sobek-Néferu. Mais c'était arrivé dans des circonstances particulières. Sobek-Néferu était monté sur le trône à une époque de déclin de l'Égypte. Le Moyen Empire se terminait. Et pendant les 2 siècles suivants, il allait y avoir une période intermédiaire, celle durant laquelle les Hyksos prennent le pouvoir dans le delta au nord, et période qui allait durer jusqu'à la restauration du Nouvel Empire. Sobek-Néferu était la dernière souveraine de sa dynastie, la 12e, et elle était restée sur le trône seulement 4 ans. Donc, politiquement, elle n'avait pas été une souveraine très importante, et elle fait partie d'une longue liste de dirigeants plutôt obscurs, à une époque de décadence. Mais quand même, son nom est laissé sur les listes des rois, et sur les quelques vestiges de son règne, il y en a peu, on voit qu'elle avait adopté tous les titres utilisés par les pharaons. Elle avait une sœur, Néferupta, et il semble que cette sœur a été élevée et préparée à devenir elle aussi pharaon. Mais ça n'arrivera pas, la dynastie disparaît. Les 2 sœurs étaient filles d'un pharaon, le 6e de la 12e dynastie, Amenemhat III, qui lui règne à une période plus stable, et ça rend fort possible que la décision d'avoir une femme qui monterait sur le trône avait été prise à cette époque, à la fin du Moyen Empire, que ça n'était pas le résultat d'un coup d'État de Sobek-Néferu. Après, comme le règne de cette femme pharaon a été court et qu'il a coïncidé avec une période de décadence, comme figure historique, elle a été largement oubliée. Donc cette pharaone, Sobek-Néferu, est la seule dont on soit sûr, avant Hatshepsut, qu'elle a vraiment régné, avec les titres et les prérogatives d'un pharaon. Mais il y a aussi d'autres reines plus anciennes, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, durant l'Ancien Empire, et peut-être même encore avant, dont on suspecte qu'elles ont aussi exercé le pouvoir suprême. Le tout premier nom, qui remonte à la première dynastie, c'est-à-dire en moins 2950, il y a 5000 ans, c'est celui de Merneit ou Merit-Neit, une reine qui aurait pu être l'arrière-grand-mère du tout premier pharaon de l'Égypte unifiée, Narmer. On sait presque avec certitude qu'elle a été régente, mais plusieurs indices semblent indiquer qu'elle a aussi régné au-delà de la période de régence. Ce qui est plus incertain, c'est si elle l'a fait avec le titre de pharaon, de souverain légitime, et pas seulement comme intendante du royaume, dans l'attente de l'accession au trône d'un homme. Si effectivement elle a été reine régnante, ça ferait d'elle la plus ancienne reine connue de l'histoire du monde, il y a 5000 ans, à une époque où aucun des grands monuments du monde n'avait encore été construit, même pas les pyramides de Gizeh. Donc l'existence de Merneit est assurée. Ce qu'on ne sait pas exactement, c'est l'étendue de son pouvoir, son statut. Une autre candidate ultérieure, de la 5e dynastie, donc on est maintenant sous l'Ancien Empire, il y a 4500 ans, au 25e siècle avant Jésus-Christ, quelques générations après la construction des pyramides de Gizeh, c'est la reine Sétibor. Elle a été la grande épouse d'un pharaon, mais on suspecte qu'elle ait été plus que ça, à cause de la taille de sa pyramide, sa tombe, et du fait que des monuments qui portaient son nom ont été particulièrement
visés après sa mort, pour remplacer son nom par d'autres et se les approprier. Ça suggère qu'elle aurait pu avoir beaucoup de pouvoir et diriger le pays elle-même. Maintenant, le fait d'effacer son nom des monuments n'est pas forcément lié au fait qu'elle ait été une femme. Il était fréquent, quand des pharaons mouraient, que leurs successeurs essayent de s'approprier leurs exploits ou leurs monuments. Ils les récupéraient en mettant leur nom sur les chapelles, les ailes de temple ou les embellissements construits plus tôt. Ça arrivait entre pharaons de la même dynastie, entre père et fils. Hatshepsut l'a fait aussi, de son vivant, et elle en a également fait les frais après sa mort. Alors peut-être qu'il a existé un certain rejet des femmes pharaons au long de l'histoire égyptienne. En tout cas, ça n'a jamais été une norme, et il semble que ça soit arrivé plutôt par accident, soit à cause de circonstances particulières, ou parce qu'une figure particulièrement ambitieuse arrivait à changer les règles de succession. Là aussi, la façon dont la société égyptienne percevait le fait d'avoir une femme sur le trône à différentes périodes est un sujet de débat. Les monuments d'Hatshepsut ont été dégradés par son successeur, Thoutmôsis III, quand il a fini par monter sur le trône. Et il y a un siècle, les égyptologues pensaient que justement c'est parce qu'elle était une femme, dans une société où le pouvoir revenait aux hommes. Effectivement, le pouvoir est la chasse gardée des hommes en Égypte ancienne, mais cette vision qui en fait la raison des attaques contre les monuments d'Hatshepsut a été quand même bien nuancée, parce qu'il est apparu que les inscriptions du nom d'Hatshepsut dans la pierre n'ont pas forcément été plus attaquées que celles d'autres pharaons. Il n'est pas facile de distinguer dans la destruction des inscriptions du nom d'Hatshepsut ce qui relève du rejet au fait qu'une femme ait été pharaon, ce qui relève d'une pratique ancestrale, et ce qui pourrait aussi relever d'une animosité de Thoutmôsis envers elle, en tant que personne. Parce qu'après tout, elle l'a écartée pendant longtemps. Et si on s'en tient aux règles de succession, à l'époque de la 18e dynastie, elle a usurpé le pouvoir en transformant sa régence en règne personnel. On ne sait pas quelles étaient les relations personnelles entre Hatshepsut et Thoutmôsis III. Il n'est pas complètement impossible qu'il ait accepté de partager le pouvoir, tout comme on peut imaginer qu'il l'ait détesté et qu'il ait trépigné d'impatience de monter sur le trône, et qu'ensuite, une fois sa tente écartée, il ait ordonné d'effacer son nom le plus possible, comme vengeance. Comme on a seulement des indices matériels qui ne parlent pas de ses relations personnelles, on ne peut que les imaginer. Donc, pour en revenir à Sétibor, cette reine de la 5e dynastie, qui pourrait aussi avoir régné, même si on n'en a pas de preuves directes, je vous disais que la taille de sa pyramide était inhabituelle, et que son nom avait été effacé plus souvent que d'ordinaire, ce qui laisse à penser qu'elle a eu un pouvoir personnel. Et encore une autre, elle aussi incertaine mais possible, c'est une reine appelée Nitocris, qui aurait été la dernière de la 6e dynastie. On est maintenant vers la fin de l'Ancien Empire, au XXIIe siècle avant Jésus-Christ. L'existence des autres reines que je vous ai citées est avérée. Le doute, c'est sur l'étendue de leur pouvoir, et si oui ou non elles ont été pharaons ou un équivalent. L'existence de Nitocris est plus incertaine, parce que son nom n'apparaît que des siècles après son existence supposée. On n'a pas d'inscription ou d'archives contemporaines qui parlent d'elle.
Et ça amène beaucoup d'égyptologues à supposer que c'est une reine plutôt légendaire. Les premiers historiens grecs, par exemple, attribuaient la 3e pyramide de Gizeh, la plus petite, à Nitocris. Quelque chose qui est écarté aujourd'hui. Cette 3e pyramide, plus petite que les 2 autres, est celle d'un pharaon, un roi de la 4e dynastie, Mykérinos. Donc Nitocris n'a peut-être pas existé, c'est sujet à caution. Mais si elle a vraiment vécu, elle aurait pu être une précurseuse de Sobekneferu et Hatshepsut. Si on exclut Hatshepsut, ces reines du passé ont quand même quelques traits en commun. Des règnes courts, de quelques années au maximum, et à des périodes plutôt de décadence, voire d'effondrement politique. Nitocris aurait vécu à la fin de la 6e dynastie, c'est-à-dire la décadence de l'Ancien Empire. Sobekneferu à la chute du Moyen Empire. Et ça suggère que des femmes arrivaient à se hisser sur le trône, ou qu'on les laissait le prendre, plutôt à des périodes de délitement. Ça renforce cette idée que c'était accidentel et extraordinaire, au sens propre, hors de l'ordinaire, de la norme. C'est ce qui rend Hatshepsut vraiment unique, et elle prend le titre et les prérogatives de pharaon, pour longtemps, une 20aine d'années, et à une époque qui n'est pas du tout décadente. C'est une période de prospérité et de succès pour l'Égypte. Elle ne met pas fin non plus à sa dynastie, la 18e. Elle la renforce. Parce qu'après elle, elle laisse un royaume riche et puissant, avec une machine de guerre que Thoutmôsis III va utiliser pour étendre l'Égypte et renouer avec les conquêtes. À tous les égards, ce qu'on sait du règne d'Hatshepsut amène à le considérer comme un succès politique, militaire ou économique. Alors, allons voir un peu ce qu'elle va faire de ces 20 années sur le trône. Comment est-ce qu'on sait que le règne d'Hatshepsut a été prospère? On peut le déduire de 2 choses. Déjà, il n'y a pas de conflit important sur les frontières ou à l'intérieur de l'Égypte. Aucune trace ou mention d'une guerre importante n'apparaît pendant ces 20 ans. Il y a sans doute eu des opérations de police sur les frontières ou des interventions pour garder sous contrôle des peuples dominés par l'Égypte, au Levant ou en Nubie, mais pas de grands conflits destructeurs. Et par défaut, l'Égypte a tendance à prospérer quand elle n'est pas instable ou en guerre. C'est confirmé par une deuxième chose, la construction de monuments qui est intense. Hatshepsut devient l'une des plus grandes bâtisseuses de l'ancienne Égypte. Les œuvres les plus spectaculaires sont à Thèbes, comme son propre temple, ou les travaux qu'elle entreprend à Karnak. Mais pas seulement. À travers toute l'Égypte, du nord au sud, elle commande des centaines de projets plus petits, des temples, des chapelles dans des temples existants, des restaurations de bâtiments endommagés ou de monuments. Ça nous indique qu'elle a les moyens d'ordonner autant de travaux, ce qui n'aurait pas été possible dans un pays appauvri. Pourquoi cette activité de construction presque forcenée? Comme tous les pharaons, pour imprimer une marque, laisser une trace, mais aussi pour des raisons plus pratiques, pour affirmer leur pouvoir, leur puissance. Quand un temple est inauguré ou réouvert après une restauration, le pharaon, ou au moins un représentant du pharaon, assiste à ces inaugurations, en réalisant des rituels, autant d'actes qui sont des preuves tangibles, visibles, de ce qu'ils sont.
On peut imaginer à quel point la visite du pharaon dans un lieu est quelque chose d'extraordinaire. Déjà parce que le peuple n'a jamais vu, et ne reverra jamais plus, autant de magnificence. Les bijoux, les vêtements, les emblèmes du pouvoir, tout le cérémonial qui entoure le pharaon, c'est la chose la plus proche possible d'une visite divine pour les habitants. Ça doit les laisser bouche bée, et c'est sans doute la chose la plus mémorable qu'ils verront de leur vivant. Peut-être encore plus que d'autres, que ses prédécesseurs hommes, Hatshepsut a besoin de cette mise en scène du pouvoir pour consolider sa place. Il est très probable que le fait d'avoir une femme sur le trône pouvait en faire douter. Donc c'est une façon de montrer sa puissance. D'ailleurs, dans ses représentations sculptées, les statues, elle demande à être représentée avec des attributs typiquement masculins qu'on n'utilisait jamais pour des femmes. Elle porte souvent une barbe postiche, comme les pharaons le faisaient dans les représentations, ou des cornes de bélier. Ce qu'elle communique avec cette imagerie, c'est qu'elle est un pharaon qui se trouve occuper un corps de femme. On ignore ce qu'elle en pense, évidemment, et jusqu'à quel point c'est une stratégie délibérée, ou si elle se voit comme une femme avec l'âme d'un homme. Mais cette rhétorique de femme avec une âme masculine, ou un cœur masculin, c'est quelque chose qui revient dans l'histoire, quand des reines occupent le pouvoir sur de longues périodes. C'est aussi ce qu'on dira bien après de reines comme Élisabeth Ier en Angleterre, ou Catherine II en Russie, par exemple. Sans doute une façon de rendre acceptable le fait qu'une femme exerce autant de pouvoir dans des sociétés où on considère que c'est le terrain des hommes. En tout cas, cette activité très intense de construction sous Hatshepsut, dans toute l'Égypte, est sans doute pour une bonne part le résultat d'une stratégie de pouvoir. Mais les plus grandes réalisations sont à Thèbes, au temple de Karnak, sur la rive orientale, et son propre temple funéraire, sur la rive occidentale, celle des morts, puisque c'est de ce côté que le soleil se couche. Karnak, c'est plus qu'un temple, c'est un complexe avec de nombreux bâtiments sacrés, temples, chapelles, hôtels, monuments. Et c'est sans doute le site religieux le plus important d'Égypte sous le Nouvel Empire. On a vu avant pourquoi Thèbes était devenue si importante au Nouvel Empire, étant la base d'origine de la nouvelle dynastie qui reconquiert l'Égypte depuis le sud, la 17e dynastie, qui est rapidement remplacée par la 18e après la reconquête. Sous la 18e dynastie, le pays reconstruit beaucoup de monuments anciens qui tombaient en ruine, et beaucoup de nouveaux sont construits aussi. C'est aussi une phase de conquête à l'extérieur, et c'est pour ça que cette 18e dynastie est considérée comme une des plus glorieuses. Elle correspond à une apogée pour l'Égypte. À Thèbes, la grande divinité locale, c'est Amon, un dieu assez peu connu hors de la ville et de ses alentours jusqu'au Nouvel Empire. Il était avant tout la divinité protectrice de Thèbes, de Wasset. Amon avait déjà connu avant le Nouvel Empire une petite progression de son importance sous le Moyen Empire, parce que le premier pharaon du Moyen Empire, Montuhotep II, était originaire de Thèbes. Mais c'était retombé, et c'est au Nouvel Empire que le culte d'Amon connaît une expansion énorme. Il devient le dieu favori des pharaons, la principale divinité de la capitale, et à partir de Thèbes, le culte se répand dans le reste de l'Égypte au Nouvel Empire, au point qu'Amon va absorber d'autres dieux. Son culte annexe, au moins en partie, celui du soleil, Ra,
et une figure appelée Amon-Ra s'impose comme le roi des dieux. Concrètement, le succès d'un culte auprès de l'élite et du peuple, ça veut dire des offrandes qui pleuvent et des faveurs énormes du pharaon et des grands nobles égyptiens. Ça a une dimension économique importante. Et au Nouvel Empire, aucun autre site n'est autant favorisé que Karnak, par des pharaons successifs qui font du temple de Karnak le plus riche et le plus puissant de toute l'Égypte. Riche et puissant parce qu'en plus des offrandes, il y a des terres, du bétail, des ateliers. Les grands temples égyptiens sont aussi des unités économiques. Karnak date du Moyen Empire. Sa construction dure pendant des siècles et elle prend des proportions imposantes au Nouvel Empire. Mais la construction continue même après, jusqu'à l'époque ptolémaïque, la période grecque, à la fin de l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc Karnak reste actif pendant environ 2000 ans, et à la fin il est aussi ancien que l'est aujourd'hui l'Église catholique, par exemple. Ces vestiges sont parmi les plus spectaculaires de l'Égypte. La contribution d'Hatchepsout à Karnak comprend 2 obélisques, ces monuments verticaux qui sont des aiguilles de pierre d'un seul bloc. À leur époque, ces 2 obélisques sont les plus hauts jamais érigés, et l'un des 2 est encore debout. Elle offre aussi à Karnak une chapelle, la chapelle rouge, et plein d'autres petites restaurations ou interventions, dont beaucoup seront ensuite usurpés par d'autres, comme le voulait la coutume. Le bâtiment le plus grandiose qu'elle construit, c'est son temple funéraire, sur ce site qui s'appelle aujourd'hui Der el-Bahari. Mais qu'est-ce que c'est qu'un temple funéraire, en fait? Ça n'est pas une tombe, mais un temple spécial, proche ou adjacent à une tombe royale. Un temple qui était conçu pour survivre aux pharaons et qui resterait dédié à leur culte après leur mort. Ce temple se distingue du reste de l'architecture égyptienne. Il utilise la falaise derrière comme arrière-plan et il s'étend plutôt horizontalement, en pente douce, au pied de la falaise. C'est pour ça que beaucoup de photos du temple sont aériennes. Mais à l'époque, ce que voient les gens, c'est cette succession de terrasses connectées par des rampes, avec des colonnes et des statues qui s'élèvent doucement en face d'eux avant que la falaise ne s'élance à la verticale, comme une connexion symbolique entre la terre et le ciel. C'était certainement une vision très frappante pour des Égyptiens qui n'avaient jamais vu avant ce type de bâtiment. Mais ça n'était pas complètement une première. À côté, il y avait déjà le temple funéraire de Montuhotep II, ce pharaon du début du Moyen Empire, qui venait de Thèbes. Mais la capitale du Moyen Empire était plus au nord, et 500 ans plus tard, quand Hatshepsut construit son temple, celui de Montuhotep était peut-être en mauvais état. On ne sait pas à quel point il avait été entretenu. En tout cas, une partie de l'inspiration du temple d'Hatshepsut vient de ce temple de Montuhotep, plus petit, au moins les colonnades et les rampes. Aujourd'hui, le temple d'Hatshepsut a l'air assez sévère et très sec, très minéral. Mais au départ, ça n'était pas le cas. Le périmètre était irrigué, il y avait beaucoup de verdure au milieu d'un site plutôt désertique. Et donc, ce qu'on voyait à l'époque, c'était un mélange d'arbres et de végétation plus basse qui contrastait avec le jaune de la pierre et l'ocre, le rouge de la falaise. Une vision qui évoque plutôt la célébration de la vie et une perfection qui essaye d'approcher ce que les Égyptiens imaginent de l'au-delà.
C'était sans doute la vision derrière, le projet de ce bâtiment. Dans les jardins, sur les terrasses, il y avait des arbres précieux qui produisaient de la myrrhe, des arbres rapportés de loin, d'une région que les Égyptiens appellent le pays de Punt. Ce pays de Punt, c'est une région ou un royaume au sud-est, en Afrique, qui apparaît dans les archives égyptiennes, et dont on pense qu'il était sur les côtes africaines de la mer Rouge, là où est l'Érythrée aujourd'hui. Au Moyen Empire, il y avait eu des liens commerciaux entre l'Égypte et ce pays de Punt, dont il est rapporté qu'il produisait de l'or, de l'ébène, des animaux sauvages, et surtout des résines aromatiques, comme l'encens et la myrrhe, que les Égyptiens voulaient parce qu'elles servaient aux célébrations religieuses et qu'elles étaient considérées comme une offrande digne des dieux. Donc ce commerce existe au Moyen Empire, avec des navires qui descendent en suivant la côte de la mer Rouge jusqu'à atteindre ce pays de Punt. Mais cette route commerciale et la connaissance de l'emplacement de Punt se perdent pendant la deuxième période intermédiaire, alors que les Hyksos occupent le nord. Alors Hatshepsut ordonne et supervise la réouverture de cette route commerciale, ce qui est accompli et apparemment considéré à l'époque comme une grande réussite. L'expédition vers Punt est illustrée et célébrée sur les murs de son temple, d'où proviennent beaucoup d'informations sur son règne. Évidemment, tous les pharaons égyptiens célébraient leurs exploits et passaient sous silence leurs échecs. Ils exagéraient et parfois même mentaient complètement. Donc tout doit être pris avec prudence et corroboré. Mais les informations qu'ils faisaient inscrire nous renseignent quand même sur des faits et aussi sur la façon dont ils voulaient être perçus. Hatshepsut ne fait pas exception. Pour renforcer sa légitimité à occuper le trône, elle promeut une histoire de naissance divine à propos d'elle-même. Dans ce mythe qu'elle tente d'installer, le dieu Amon aurait visité sa mère, Amès, sans que sa mère ne s'en rende compte, parce qu'Amon avait pris la forme de Thoutmôsis Ier. Et c'est comme ça qu'Hatshepsut aurait été conçue, la fille de la plus grande divinité d'Égypte. Et l'histoire racontée sur les murs de son temple ne s'arrête pas là. Une autre divinité de Haute-Égypte, Khnum, le dieu qui régulait les crues du Nil, aurait été appelé à créer son Ka, c'est-à-dire sa force vitale. On connaît le terme d'âme pour nommer le concept de l'essence invisible et spirituelle d'une personne. Les Égyptiens n'avaient pas ce concept d'âme unifié. Pour eux, il y avait différentes qualités autour de la dimension immatérielle des êtres humains. Donc il y avait le Ka, l'essence vitale, ou le double invisible de la personne, ce qui faisait qu'une personne était en vie, en la connectant à la force vitale. Quand le Ka quittait le corps, on était mort physiquement. Mais ce Ka n'était qu'un des aspects de ce qu'on appellerait l'âme. Il y avait d'autres principes, comme le Ba, la personnalité, ou le Shut, l'ombre, ou encore le Ren, qui était l'identité, le nom. Donc le Ka d'Hatshepsut, et aussi son corps physique, son jet, aurait été façonné par le dieu Khnum. Et ensuite, ce dieu et la déesse Ehet, déesse de la vie et de la fertilité, auraient conduit sa mère, Amès, au lieu où elle aurait donné naissance à Hatshepsut. Ce mythe, cette histoire,
est élaborée alors qu'elle règne déjà. Et là encore, c'est un moyen de renforcer sa légitimité comme pharaon. Dans la même veine, elle fait aussi graver sur les murs du temple des textes qui affirment que son père l'a désigné comme pharaon, ce qui est très douteux, probablement un gros mensonge. Mais elle est loin d'être la première à avoir inventé ce genre de mythe. Les pharaons en étaient coutumiers. Après 21 ans de règne, déjà comme régente et ensuite comme pharaon, tout se termine en 1458 avant Jésus-Christ, alors qu'Hatchepsout a maintenant 50 ans. Les circonstances de cette fin de règne sont aussi mystérieuses. Une explication plausible, c'est simplement qu'elle est morte. 50 ans, c'est un âge respectable dans l'Antiquité. Et elle aurait pu mourir de causes naturelles, par exemple de maladie. Elle meurt à l'année 22 du règne de Thoutmôsis III. Règne théorique puisqu'elle occupe la place. Mais à cette année 22, Thoutmôsis a 24 ans. C'est-à-dire bien plus que l'âge nécessaire pour exercer le pouvoir. Rétroactivement, le règne d'Hatchepsout a été ensuite effacé de nombreuses inscriptions et documents, comme si Thoutmôsis III avait succédé directement à Thoutmôsis II. D'où une autre possibilité, qui est qu'elle ait été renversée par son neveu, plus ou moins par la force, voire tuée. La grande inconnue, c'est les relations qu'elle entretient avec Thoutmôsis alors qu'il grandit. Est-ce qu'il est impatient de prendre la couronne, ou est-ce qu'ils vivent et partagent le pouvoir en bonne intelligence, ou quelque chose entre les deux? On l'ignore. Thoutmôsis III n'avait pas un caractère faible. Il le démontrera après, en devenant un grand conquérant, hyperactif, et aussi un grand bâtisseur. C'est un des pharaons les plus glorieux de l'histoire égyptienne, et il est parfois appelé Thoutmôsis le Grand. Quand il était enfant, Hatchepsout avait certainement le pouvoir de se débarrasser de lui. Un accident ou un empoisonnement est vite arrivé. Mais elle ne le fait pas. Est-ce que c'est parce qu'elle n'ose pas, ou parce que son sens moral ou son affection pour lui écarte cette option? Ce sont d'autres inconnus. Mais le fait que Thoutmôsis III ait atteint l'âge adulte et que la succession n'ait pas compromis la paix du royaume se reflète favorablement sur le caractère et la responsabilité d'Hatchepsout. Elle laisse derrière elle l'Égypte en ordre et même en très bon état. Au début du XXe siècle, on pensait chez les égyptologues qu'après sa mort, il y avait eu une campagne pour effacer Hatchepsout de la mémoire collective, de l'histoire, en effaçant son nom, en condamnant ses monuments, ou en détruisant ses statues et ses inscriptions dans son temple. Et on supposait que cette campagne avait été le fait d'une société et d'un successeur qui ne pouvaient pas tolérer l'existence de cette femme pharaon. Il y a peut-être eu quelque chose de ça, mais cette vision a été très remise en question après, ou au moins largement nuancée. Déjà parce qu'on a réalisé depuis qu'effacer le nom de ses prédécesseurs était une pratique assez commune dans l'histoire égyptienne. Il était plus facile et rapide de s'attribuer des édifices que d'en construire de nouveaux. Ensuite et surtout, parce qu'on a aussi réalisé que beaucoup des usurpations des monuments d'Hatchepsout ont eu lieu plus tard, pas immédiatement après qu'elle soit sortie de scène, mais vers la fin du règne de Thoutmôsis III. Ça n'est pas ce qu'on attendrait si l'idée était d'effacer le plus vite possible la femme pharaon, l'usurpatrice.
ça pourrait avoir été une décision de l'héritier de Thoutmôsis III, Amenhotep II, qui avait une légitimité au pouvoir un peu plus fragile, parce que déjà son père, Thoutmôsis III, était le fils de Thoutmôsis II et d'une épouse secondaire, et que lui-même était le fils de Thoutmôsis III avec une autre épouse secondaire, pas la grande épouse royale. Donc ça finissait par faire pas mal de dilution du sang royal. Et on a vu à quel point cette question importait. Alors Hatshepsut, avec son pédigré impeccable, pourrait avoir été une figure ennuyeuse qui rappelait que, pas si longtemps avant, le trône était occupé par une souveraine au sang beaucoup plus pur. D'où peut-être le besoin pressant de la faire oublier, quand Amenhotep II est proche de prendre le pouvoir. Pour ces raisons, l'historiographie a évolué, et on n'est plus si sûr que la société égyptienne rejetait tant que ça l'existence d'une femme pharaon, aussi inhabituelle que ça soit. Une reine qui règne n'était sans doute pas considérée comme une norme, et d'ailleurs immédiatement après Hatshepsut, l'Égypte en revient à une succession de pharaons hommes qui ne sera plus interrompue pendant des siècles. Mais l'exemple d'Hatshepsut nous indique que des exceptions étaient possibles, étaient tolérées pour des femmes dotées d'une volonté, d'une ambition, d'une confiance en elles hors du commun. 35 siècles après, ça nous laisse avec quelques certitudes. Hatshepsut a régné sur l'Égypte pendant une vingtaine d'années, le plus riche et puissant royaume de son temps. Elle a construit, elle a fait prospérer son pays, et elle l'a laissé en excellentes conditions. Elle était certainement intelligente, très instruite. Elle a dû avoir une volonté de fer pour prendre un trône qui ne lui était pas destiné, et pour le garder aussi longtemps, en faisant en plus bon usage. Mais elle reste aussi un mystère. On ne sait pas à quoi elle ressemblait vraiment. Une momie lui est attribuée, mais c'est incertain. On ignore ce qu'elle pensait, qui elle a aimé, ce qu'elle voulait, à quoi sa vie quotidienne pouvait ressembler, au-delà des rites religieux et des cérémonies de la cour qui, eux, étaient très codifiés. En ce sens, elle n'est pas forcément plus mystérieuse que d'autres pharaons, mais ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle est sans doute la première grande femme, entre guillemets, de l'histoire dont on connaisse l'existence. C'est la fin de notre histoire pour ce soir. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire, un autre épisode de la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.